à peu près 30% de la population française qui est réfractaire. Alors, réfractaire, le mot est probablement un tout petit peu trop fort. Je dirais aujourd'hui réticente, qui exprime des doutes, et il faut répondre à ces doutes. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, la fraction de la population française qui est réticente, réfractaire, comme vous voulez, hésitante, plutôt pas mal hésitante, est en train de diminuer parce que les gens s'aperçoivent qu'autour d'eux, leurs grands-parents par exemple, leurs parents se sont vaccinés, que ça se passe bien, et éventuellement qui n'ont pas été malades depuis par exemple, enfin en termes de Covid bien sûr, et donc je pense que par contagion progressive sur un programme qui s'étale dans le temps et avec la nécessité évidemment d'explications comme on le fait aujourd'hui et comme cela doit être fait de façon très répétée, systématique et le plus complète possible, on devrait convaincre une fraction importante de la population à comprendre l'intérêt de cette... Alain Fischer, quand vous voyez que par exemple pour les vaccinodromes, il y a les rendez-vous pour la dose de Pfizer qui sont pris d'assaut et les rendez-vous pour les doses de Moderna qui sont boudés, comment vous expliquez que Moderna soit boudé ? Alors, c'est pas aussi caricatural que cela. Si on regarde tout simplement, parce que c'est un très bon paramètre d'analyse, la consommation des doses qui arrivent, elles sont consommées, les doses. Donc, c'est ça qui compte. Il y a moins de précipitation, disons, pour prendre rendez-vous pour Moderna. En l'occurrence, ça n'a pas d'impact, je crois, vraiment, parce que, encore une fois, toutes les doses sont administrées, et c'est très bien. Il faut rappeler que ces deux vaccins sont absolument similaires, tant ils sont très bien tolérés tous les deux, tout à fait efficaces. Je les qualifie de frères jumeaux. Et vraiment, ils sont quasiment. Mais alors pourquoi est-ce que vous distinguez les rendez-vous ? Peut-être parce que il a été dit que la consonance en A pouvait rappeler AstraZeneca, qui a lui-même une mauvaise image, ou que sur certains listings de Doctolib, où au moment où on prend rendez-vous, le Moderna est placé après le Pfizer, donc qui pourrait suggérer qu'il y ait. Mais bon. Rien de rationnel en réalité. Évidemment, rien de rationnel. Ça, c'est clair que ce sont les deux mêmes vaccins. Et d'autre part, je pense qu'il ne faut pas amplifier cet petit élément qui a été mis en avant, parce que dans les faits, ce vaccin est administré. Donc il n'y a pas de souci. Je voudrais qu'on donne la parole tout de suite à Monique, qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Monique. Oui, bonjour. Alors, Monsieur Fischer vous écoute. J'ai été vaccinée avec l'AstraZeneca et 12 jours après, je me suis retrouvée aux urgences pour un risque d'embolie pulmonaire. On m'a dit que ce n'était pas lié, ce que je ne crois pas vraiment. Et maintenant, j'ai peur de faire la deuxième dose avec AstraZeneca. Or, vous avez 68 ans, Monique. Oui, je dis votre âge puisque vous l'avez précisé au standard et qu'évidemment c'est très intéressant de le savoir puisque comme vous avez 68 ans, la deuxième dose pour vous, c'est de l'AstraZeneca normalement. Oui, voilà. Alain Fischer. Bon, il est très difficile de répondre précisément sur un cas dont il faudrait connaître exactement tous les éléments médicaux. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette suspicion d'embolie pulmonaire ? Évidemment, je ne peux pas avoir une opinion là-dessus. Malheureusement, ce qui est vrai, c'est qu'à tous les âges de la vie, en particulièrement à cet âge-là, indépendamment de la vaccination, il y a un risque de complications de caillots sous forme d'embolie pulmonaire avec migration dans les poumons, donc ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, c'est à peu près 100 cas par jour en France. Donc c'est possible, juste laissez-moi. Oui. Donc c'est possible que, je ne sais pas encore une fois, ça n'a aucun rapport. Que ce n'est aucun rapport, mais je ne peux pas juger sur un cas particulier. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'à cet âge, donc au-delà de 55 ans, le bénéfice-risque, je l'avais dit tout à l'heure, le bénéfice-risque du vaccin AstraZeneca est excellent, protège. Les risques sont infimes et qu'il faut se vacciner sans souci avec ce vaccin. Mais ayant fait cette embolie pulmonaire 12 jours après la première injection, est-ce qu'il pourrait être envisagé pour Monique que sa deuxième injection ne soit pas AstraZeneca ? Ou est-ce qu'il n'y a pas plus de risques aujourd'hui ? Je ne peux pas répondre à cette question ne connaissant pas les éléments. Peut-être, mais ça implique une analyse médicale précise de ce qui s'est passé chez cette personne. Je ne peux pas juger ainsi, évidemment. Et Monique, j'imagine que vous poserez cette question à nouveau à votre médecin et vous pourrez nous tenir au courant aussi là-dessus. Merci Monique. Je voudrais qu'on donne la parole aussi à Esmeralda qui nous a envoyé, c'est une question vidéo. Quand est-ce que nous, les jeunes, on sera vaccinés ? Je pense que c'est la question qu'on se pose tous, nous, les jeunes, en tout cas. Je pense qu'on est beaucoup à avoir aussi hâte. Quand est-ce qu'on finalement on sera vaccinés, quoi ? Alors ? C'est une excellente question et je suis ravi d'entendre l'impatience de cette jeune femme parce que je souhaite qu'elle soit largement partagée et qu'ainsi on arrive effectivement à ce que tout le monde se vaccine. On en parlait tout à l'heure. Et la réponse est qu'à partir du 15 juin environ, la vaccination sera ouverte à toutes les personnes en bonne santé, adultes, donc disons entre 18 et 50 ans. Voilà, donc cette jeune femme a à attendre encore 2 mois
pour envisager sa vaccination. Sans doute, ça va lui paraître trop, mais c'est quand même pas dans si longtemps. Et puis j'espère surtout que son envie de vaccin, elle va le partager largement avec ses amis, avec sa famille, avec ses collègues, ses étudiants ou autres, je ne sais pas.